pas un traquenard. C'est pas un traquenard, Robert. En fait, Robert... Je m'assois. Oui, voilà. Robert parlera après le film. Donc on va maintenir quand même la rencontre après le film. Ça lui était très important de prendre la parole entre 15 et 20 minutes après le film. Donc je vais introduire quand même, vous souhaiter la bienvenue, vous dire qu'on est très heureux d'être à la Filmo, encore une fois et toujours, et que le festival puisse s'exporter, que la cinémathèque comme ça puisse rayonner dans Paris et aussi dans le Grand Paris. Et donc, cette rétro Robert Bobert en 3 films s'achève. Donc, comme j'ai eu le plaisir de le dire hier, c'est absolument pas chronologique parce que là, on fait un saut dans le temps. On va en 62. Donc, on va finalement au tout début de la carrière de Robert Bobert au cinéma, quand il était assistant de François Truffaut. Et donc, Robert parlera de ça après. Et c'est vrai que c'est très précieux d'avoir un témoignage de quelqu'un présent sur le tournage d'un film comme celui que vous allez voir. Qui voit Jules et Jim pour la première fois? Pas mal. On ne vous racontera pas le film ni sa fin, qui est surprenante et qu'on a tendance à oublier tellement elle est surprenante. Moi, je suis là surtout pour vous parler de Robert Bobert et donc dans le film de Truffaut. C'est le 3e film de Truffaut. Truffaut n'a pas 30 ans, donc c'est le film d'un jeune homme qui adapte un livre de quelqu'un de beaucoup plus âgé. En tout cas, la première chose à retenir, c'est que c'est un film qui a été fait avec amour du livre. Il y a vraiment quelque chose de littéraire et d'un amour de la littérature, et ça, c'est un point commun qu'on peut trouver entre Truffaut, le film, et Robert Bobert. Donc c'est l'adaptation d'un roman, et il y a aussi quelques années, quelques décennies plus tard, Robert Bobert a écrit ce livre, On ne peut plus dormir tranquille quand on a une fois ouvert les yeux. Et si vous aimez le cinéma de Truffaut, si vous aimez le Paris des années 60, si vous aimez la Nouvelle Vague, il vous faut absolument lire ce livre. Parce que c'est un témoignage extraordinaire, c'est un roman extraordinaire autour du film. Et c'est comme le bleu de Chartres, on ne sait pas comment c'est fait, donc il faut étudier. La Nouvelle Vague, c'est un peu pareil. On ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui décide les jeunes gens à filmer dans la rue, à ce que les actrices portent leurs vrais vêtements, qu'est-ce qui se passe dans le cinéma. Et bien ce livre vous aide un peu à comprendre tout ça. Donc je vous le conseille. Et puis moi j'aime bien aussi parler au moment où sortent les choses, qu'est-ce qui s'écrit dans la presse. Dans la quinzaine littéraire de septembre 2010, donc qui est contemporaine à ce livre, la critique s'appelle Jules et Jim en yiddish. Et j'ai trouvé ça très, très drôle. Voilà, je vous laisse avec le film. On se retrouve après pour 15-20 minutes de discussion avec Robert Bobert. Très bonne séance à vous. Merci d'accueillir Robert Bobert. On va faire un échange. Je ne vois pas du tout pourquoi vous m'applaudissez. Je n'étais que l'assistant de Truffaut. Je crois qu'il faut se dire que ce film a été tourné il y a 65 ans et que les couples, je crois, ne sont plus tout à fait les mêmes. C'était le tout début du féminisme. Et je me souviens que lorsque Truffaut... C'est le film que Truffaut voulait faire avant même les 400 coups, mais il savait qu'il n'avait pas... Enfin, il considérait qu'il n'avait pas la maturité pour le faire, donc il a commencé par les 400 coups. Thierry Socchiani, c'est celui-là. Et quand il a décidé qu'il était temps pour lui de faire ce film, il y a plusieurs personnes de l'équipe à qui il a donné Jules et Jim à lire. Alors je me souviens que lorsque je l'ai lu, j'étais jaloux. Je me suis dit, merde, ce type, il a la chance d'adapter un bouquin pareil, c'est formidable. Et alors il se trouve, tout à l'heure on vous a parlé d'un livre, et je suis en cours d'écriture d'un livre qui se passe dans les années 70, où je reprends, il y a un jeune homme qui n'a pas pu voir le film
au moment de sa sortie, ça c'est dans le livre que j'écris, hein, parce qu'il était trop jeune. Le film à l'époque était interdit aux moins de 18 ans. Et donc il a obligé d'attendre quelques années pour le lire. Et comme souvent, ce qu'on ne fait pas tout de suite, l'envie passe et il lit ça lorsqu'il a 21 ans. Et il y a quelque chose qu'il ne comprend pas et qu'il n'accepte pas. C'est alors qu'il n'accepte pas dans le livre d'abord, parce que son frère, qui a fait la figuration dans Jules Jim, lui conseille d'abord de faire les choses dans l'ordre, de lire d'abord le livre et de voir le film après. Et ce garçon préfère de loin le film au livre. Parce que ce qu'il ne supporte pas, c'est le comportement de Catherine, qui dans le livre s'appelle Kat, parce que lorsqu'elle a des amants, elle ne les a pas pour le plaisir, mais pour punir. Il ne peut pas accepter cette idée de punir l'homme qu'on aime plus ou moins. Et voilà, et c'est une chose à laquelle je pense aujourd'hui, mais à laquelle je ne pensais pas du tout. Et donc Catherine, la Catherine du film est beaucoup plus sympathique. Alors ça tient beaucoup à Jeanne Moreau. Et il y a dans le livre un personnage qui s'appelle Lucie, qui est très important. Le livre est écrit en 3 parties. Lucie, personnage principal de toute la première partie, et Kat n'arrive qu'à la page 83 du livre. C'est-à-dire que si Truffaut avait respecté l'ordre du livre, Jeanne Moreau ne sera arrivée dans le film qu'au bout de 20 minutes ou 25 minutes. Ce qui est impensable sur le plan commercial. On ne fait pas un film avec Jeanne Moreau en attendant près d'une demi-heure pour la faire arriver. Et Truffaut a eu l'intelligence, l'instinct d'accorder au personnage de Catherine toutes les qualités de Lucie. Ce qui fait, c'est la raison pour laquelle la Catherine du film est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus humaine que la Kat du livre. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Maintenant, je ne sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis et savoir ce que vous en pensez, parce qu'il y a une génération, là, je le vois, qui doit débarquer complètement. Je ne sais pas si vous avez envie d'en dire quelques mots. Enfin, donc, je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce que quelqu'un a une question, un avis? Pas forcément une question, d'ailleurs. Comment on fait pour tourner un film aussi libre en 1962? Alors, De Gaulle. à mon âge, on n'entend plus. Comment on fait pour tourner un film aussi libre en 78? Ben, comment on fait? Je ne sais pas. C'est Truffaut qui l'a fait. Alors il a eu des En plus, honneurs, alors, Jeanne Moreau était la reine. Et voilà, on était tous amoureux d'elle. Et toute cette liberté, alors elle est également dans le film, mais avec les restrictions que je fais moi. Et je change de lunettes. Alors c'est Truffaut raconte qu'il a vu, qu'il a trouvé par hasard le livre
Jules et Jim. Et il écrit, alors c'est dans François Truffaut, Le plaisir des yeux, qui sont des articles que Truffaut écrit. Alors il écrit ça 20 ans après et il rappelle ce qu'il avait écrit à l'époque. Un des plus beaux romans modernes que je connaisse est Jules et Jim de Henri-Pierre Rocher, qui nous montre sur toute une vie deux amis et leurs compagnes communes s'aimer d'amour tendre et sans presque de heurts, grâce à une morale esthétique et neuve, sans cesse reconsidérée. Et Truffaut ne connaissait pas Henri-Pierre Rocher, et Henri-Pierre Rocher est tombé sur cet article, il a écrit à Truffaut, c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et Henri-Pierre Rocher est mort quelques mois avant le début du tournage, donc il n'a pas vu le film. Voilà, c'est en lisant des choses comme ça. Alors Henri-Pierre Rocher était quelqu'un sur le plan des amours, entre guillemets, extrêmement libre. Voilà, il avait des relations avec énormément de femmes. Il y a un journal qui a paru bien plus tard, et c'est quelque chose sur lequel il se penchait beaucoup. Et Truffaut, justement, a été très séduit par cette liberté. Et il s'est dit, voilà, c'est le livre que j'ai envie d'adapter. Maintenant, je ne suis pas dans la tête de Truffaut. De toute façon, il a pris cette liberté. Et je crois qu'en Italie, le film a été interdit. Et tout le monde, pendant je ne sais pas combien de temps. Le film a été interdit. Il a fallu que Rossellini et Moravia fassent une action pour qu'il puisse sortir. Mais il est sorti quelques années plus tard. Et en France, il était interdit au moins de 18 ans. Voilà, donc, une des ruses de Truffaut, c'est de le transposer à une autre époque aussi. C'est de ne pas en faire un film contemporain. Je pense aussi que ça... oui, mais ça, en même temps, il respecte il respecte le livre. Puisque c'est avant et après la guerre de 14. Mais le livre, par contre, a été écrit après après la Seconde Guerre mondiale. Le premier plan du film, c'est une rue... Le premier plan du film, on est rue Villain. Alors, le premier plan oui. Alors, Truffaut m'avait demandé, comme il savait que j'étais un baladeur de Paris, il m'avait demandé de faire le repérage de tout ce qu'était Paris, toutes les rues de Paris. Et lui, c'était un enfant de Montmartre, il pensait à Montmartre. Et or, en 61, Montmartre, quand les Américains voulaient montrer Paris, montraient Montmartre. Alors, je lui dis, je crois qu'il y a d'autres coins de Paris qui n'ont pas bougé. Et je pensais à Belleville, Ménilmontant. Le bistrot que j'ai trouvé était dans un terrain vague qui se trouvait derrière la place des Fêtes. Et le terrain vague, c'était comme si c'était la rue. Et voilà, donc Truffaut a tourné beaucoup de plans dans Paris, il en a recoupé beaucoup. Il y a un plan qui me fait très plaisir, c'est que le plan au début, tout à fait au début, lorsque sur une palissade ils s'écrivent mort aux autres, qu'il n'y a plus assez de peinture, ça a été tourné à 100 mètres de là où j'ai passé mon enfance. Mais c'est la première fois que dans ce quartier on voyait tourner dans la rue. Voilà. Et j'habitais, mes parents étaient encore là, ils habitaient à 100 mètres. Voilà. Donc quand je vois ce plan, je suis renvoyé à mon enfance, et c'est un plan qui m'émeut beaucoup. Alors qu'on voit le type écrire mort aux autres. Voilà. Ça, c'est une petite anecdote en passant. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une séance qui va suivre. François, tu confirmes qu'il y a du monde au portillon? On a le temps pour une dernière question. Ouais. Si vous voulez. Une dernière anecdote. Ou une Une conclusion. anecdote, une conclusion. Comment? Une conclusion? Non, je ne peux pas faire de conclusion. Non, tu es en train d'écrire un nouveau livre. Bon, personnellement, mais c'est vraiment
J'ai revu ce film il y a 2 ans, 2 fois de suite, chez moi, pour des problèmes d'écriture. J'ai revu là. Et alors, ce film est daté en même temps, mais c'est pas péjoratif quand je dis c'est daté. Par exemple, tous les panneaux filés quand on passe d'un personnage à un autre, je peux dire que ça vieillit. Ça raconte une manière qu'avait la nouvelle vague de filmer. Voilà. C'est comme ça, c'est pas un défaut, mais ça raconte ça. Aujourd'hui, on ne tourne plus comme ça. Et Raoul Coutard, qui avait été reporter, il savait faire ça très très bien. Il passait d'un endroit à l'autre, et puis il était net au moment où il arrivait. Il n'y avait pas de rattrapage de points. Mais je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs Truffaut, après, ne tournait pas comme ça. Et il disait que 8-10 ans après, même pas avant, il ne revoyait plus ce film du début, parce qu'il tournait de manière différente. C'est d'ailleurs comme en écriture, les choses bougent avec le temps. Et donc il faut accepter l'idée que ce film qui a été tourné en 61, c'est comme ça qu'on regardait, que les cinéastes de talent regardaient le monde. Merci beaucoup. Merci.